Cette question, qui sont les personnes victimes de traite des êtres humains en Suisse et comment faire pour les identifier et leur apporter une aide appropriée? La thématique est vaste et internationale bien sûr. Simonetta Sommaruga, la ministre, était d'ailleurs à Tunis ce début de semaine avec ses homologues de 12 pays européens et africains. Au cœur de leur rencontre, la lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants. Denise Efionayi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice adjointe du Forum pour l'étude des migrations de l'Université de Neuchâtel avec nous ce matin en direct de notre studio de Genève. On vous en remercie. Les enjeux autour de la traite des êtres humains sont nombreux, complexes. Ce sont des histoires qui se passent très loin, mais pas seulement, également en Suisse. On l'a entendu dans notre journal de 7 heures. Alors, je vous propose de commencer par la définition. De quoi parle-t-on? De quel genre de cas parle-t-on lorsque l'on parle de traite des êtres humains, en particulier en Suisse? Oui, alors je pense qu'il est très important déjà de distinguer deux termes qui sont souvent confondus dans les débats, c'est traite des êtres humains et trafic de migrants. C'est deux choses fondamentalement différentes qui ont certains points de convergence, mais qu'il faut distinguer. Alors la traite... elle a une définition juridique qui a évolué au cours du temps et qui diffère d'un pays à l'autre. Globalement, on s'appuie au niveau international sur le protocole de Palerme qui date de 2000 et globalement on peut dire qu'il y a trois éléments qu'il faut retenir pour avoir un cas de traite. D'abord, il y a le recrutement qui peut être par la force d'une victime, qui peut aussi être par la duperie, par la tromperie, donc avec un consentement en réalité de la victime et c'est souvent le cas. On a ensuite un déplacement, un voyage qui est d'un lieu d'origine vers un autre lieu, qui peut traverser une frontière nationale, qui le fait souvent, mais pas nécessairement. La traversée de la frontière peut être régulière, autorisée ou irrégulière. Et troisième point important, c'est que il y a une exploitation de la victime en profitant de la vulnérabilité de cette personne. On parle parfois d'exploitation du travail, c'est cette dernière phase que vous avez mentionnée? Oui, absolument. C'est vrai que la traite est très difficile à établir souvent parce qu'elle ne s'observe pas dans la pratique. Par contre, l'aspect de l'exploitation du travail peut être observé à un endroit donné. Vous avez dit au début qu'il ne fallait pas confondre avec le trafic d'êtres humains. Quelle est la nuance? Oui, alors là, je dirais clairement aussi trafic des migrants. Donc, le trafic des migrants est effectué par des passeurs. Dans la traite, on parle souvent de trafiquants, d'où aussi une confusion. D'ailleurs, cette confusion, elle est souvent entretenue dans les discours officiels et aussi dans la politique. Le trafic de migrants consiste simplement à transporter une personne à travers une frontière nationale, cette fois-ci, ou plusieurs. En général, c'est une personne qui n'a pas de papier et on parle de passeurs donc qui offrent par exemple à des réfugiés syriens de traverser la mer pour arriver en Grèce, en Italie. Alors, Donc c'est deux choses assez différentes parce que là, on n'a pas forcément un but d'exploitation. Exactement, c'est la nuance que vous apportez ce matin. La première image qui vient de cas concrets en Suisse, on imagine des cas de prostitution, mais pas seulement, il y a d'autres cas également, d'autres domaines qui sont touchés. C'est vrai que la loi suisse ne prévoyait que l'exploitation sexuelle jusqu'en 2006 et donc on a mis en place tout un dispositif qui a évolué, qui fonctionne assez bien pour détecter les victimes d'exploitation sexuelle. Mais depuis cette date, il y a aussi l'exploitation de la force de travail qui fait partie de la définition juridique. Et là, on est encore un petit peu au début, mais on voit clairement qu'il y a un certain nombre de situations d'exploitation de travail. Maintenant, l'aspect de la traite n'est pas toujours facile à démontrer. Alors, c'est aussi pour... Oui. Ouais, tout d'abord, de quelle ampleur on vous parlait de cas qui sont connus. On sait qu'il y a eu 4 condamnations depuis 2007 pour traite du travail en Suisse. Quelle est l'ampleur du phénomène en Suisse? On ne le sait pas. Il faut être assez honnête, on ne le sait pas. Par contre, nous avons dans une étude interrogé beaucoup de praticiens et d'experts et ils pensent qu'il y a un chiffre noir assez important parce que précisément ces 4 cas, c'est des
condamnation aboutie, où on a pu établir toutes les étapes donc, qui font partie de la traite, alors qu'on a un grand nombre de situations qui, en tout cas, recoupent une situation d'exploitation de travail, mais qui ne peut pas forcément établir le lien avec la traite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des pays voisins, et dernièrement l'Allemagne, en octobre 2016, ont introduit un chef d'inculpation pour exploitation de travail, simplement, en dehors de l'aspect de la traite. Effectivement. Et quels sont les domaines qui sont touchés en Suisse? Il s'agit de domestiques, par exemple, ce genre de cas également. On a parlé de la prostitution, mais ou l'agriculture, par exemple. Oui, alors les ménages privés sont effectivement à risque parce que les personnes peuvent assez facilement être isolées, avoir relativement peu de contacts et contrôlées parce que dans ce cas-là, elles habitent en général chez l'employeur. Donc d'ailleurs, une ou deux des condamnations qui ont eu lieu en Suisse concernaient des domestiques, donc des femmes qui ont travaillé. Dans un cas, c'était un ménage d'un couple à Saint-Gall, donc qui exploitait une femme qui venait d'Amérique latine. Donc ça, c'est clair que le domaine des ménages, mais il y a aussi effectivement la construction qui est souvent mentionnée. Il y a l'hôtellerie-restauration, des restaurants. Il y a également l'agriculture. Mais comment ça se passe? Ça veut dire que concrètement, des hôteliers en Suisse, en tout cas quelques-uns, retiennent, séquestrent des personnes, des clandestins, des personnes sans papier sur le lieu de travail et les forcent à travailler? C'est comme ça que ça se passe? Alors, c'est là qu'il faut faire attention. C'est assez rare, en tout cas en Suisse, on a vu assez peu de cas où les gens sont réellement séquestrés de force. Mais souvent, les victimes sont mises dans une situation où elles n'ont pas le choix, où elles doivent par exemple rembourser les frais de voyage qui leur ont été avancés. Et il y a parfois des menaces psychologiques qui font que les personnes en quelque sorte consentent à leur exploitation. Et ça, c'est au niveau juridique, c'est un grand problème. Et c'est pour ça que c'est difficile à détecter ce genre de cas. Les personnes ne souhaitent pas collaborer avec la justice ou dénoncer leur oppresseur. Absolument, c'est des personnes qui ont souvent peur, qui vont jamais d'elles-mêmes à la police. Donc tous les cas qui ont été détectés, c'était en général quand il y a eu un rapport de confiance, par exemple des voisins qui ont pu établir un rapport de confiance ou une personne qu'elles ont rencontrée, qui les a conseillées et qui a pu les aider. Mais les trafiquants, évidemment, ont plutôt tendance à essayer d'isoler ces personnes pour qu'elles n'aient pas ce genre de relations, parce que souvent, elles ne parlent pas la langue, elles ne connaissent pas leurs droits. Il y a cette forme de consentement qui est assez intéressante dans ce que vous dites. C'est là toute la difficulté juridique d'établir qu'il y a bien une traite, parce que les personnes vont, en tout cas espèrent avoir un avenir meilleur en venant en Suisse ou en Europe que dans leur pays. Du coup, c'est difficile d'établir un fait juridique. C'est ça. Alors déjà, juridiquement, on n'a donc pas de chef d'inculpation simplement pour exploitation en Suisse. Et puis ensuite, il y a souvent une espèce d'idée que cette personne est peut-être mieux ici, tout en étant exploitée, parfois gravement, qu'elle est quand même dans une meilleure situation. Et ça peut être vrai, parce que quand on pense parfois à la situation d'où échappent les victimes, ça peut être la réalité, mais c'est certainement pas une raison pour tolérer ce genre de situation. Et qu'est-ce qui arrive aux victimes dans ces cas qui ont été dénoncés, 4 condamnations dont on parlait tout à l'heure en Suisse? Elles sont renvoyées, on imagine? Alors, quand il y a une condamnation, les victimes ont en général la possibilité de pouvoir régulariser leur séjour et rester Elles peuvent ici. déposer une demande d'asile? Non, elles ne déposent pas de demande d'asile, mais c'est une régularisation humanitaire, donc pour cas de rigueur, pour situation exceptionnelle. Maintenant, ce n'est pas une garantie. Donc, le fait d'être victime ne donne pas une garantie pour obtenir une régularisation du séjour, ce qui est un réel problème, parce que souvent les victimes ont précisément peur de dénoncer les trafiquants, parce qu'elles ont peur de les rencontrer sur leur chemin si elles sont renvoyées dans leur pays.
Quelles sont les solutions? Vous avez parlé tout à l'heure de ce nouveau délit à inscrire dans le code pénal, le délit d'exploitation. Est-ce que ça, c'est peut-être le volet répressif? Il y a d'autres solutions éventuellement, d'autres choses à mettre en place selon vous? Oui, alors là, il y a vraiment beaucoup à faire encore parce que comme je l'ai dit au début, on a évolué dans le domaine de l'exploitation sexuelle qu'on connaît relativement bien. On collabore aussi avec des associations qui s'occupent de prostituées, mais c'est vrai que dans le domaine du travail, le dispositif, il est encore très, très léger dans la plupart des cantons. Et notre grande surprise quand nous avons fait cette étude, c'est que souvent, les différents acteurs n'avaient même pas une définition de l'exploitation du travail. Donc, ils étaient, vu que ce n'est pas une infraction définie en Suisse, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et ça, évidemment, ça ne facilite pas la coopération. Donc, pour pouvoir tirer à la même corde et pour pouvoir mettre en place un dispositif, il faut déjà une sensibilisation, une formation des acteurs qui peuvent être confrontés à des situations de traite. Et ça, c'est prévu? Oui, alors là, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Par exemple, les policiers ont maintenant la possibilité, ils ne sont pas obligés, mais ils ont la possibilité de suivre des formations. Là où ça pêche encore un petit peu, c'est qu'il faudrait impliquer davantage les autorités du marché du travail et les inspecteurs de travail. Et là, je trouve qu'il se passe encore relativement peu. Il y a des cantons qui sont un peu plus en avance, mais même au niveau de la Confédération, pour notre étude, nous avons essayé d'impliquer le SECO, mais il n'était pas trop intéressé. Donc là, je pense qu'il faut encore faire des efforts assez considérables. Oui, parce qu'il s'agit de distinguer exploitation, de travail au noir, de dumping salarial, d'abus, toutes ces notions qui sont difficiles parfois pour les inspecteurs qui vont juste sur les chantiers ou dans certains lieux de travail. Oui, il est à peu près certain qu'il y a des inspecteurs qui ne se rendent pas compte, comme il y a aussi des policiers qui arrêtent peut-être une personne qui ne veut pas parler. Ils se disent que c'est probablement parce qu'elle a quelque chose à se reprocher et ils ne détectent pas la situation. Donc, pour le faire, il faut déjà établir un rapport de confiance. C'est assez complexe, effectivement. Politiquement, vous voyez le Parlement suisse introduire ce délit d'exploitation dans le code pénal? J'en doute, hein. Il y a eu une interpellation du parlementaire Mathias Reinhardt à ce sujet il y a une année. Le Conseil fédéral lui a répondu que ce n'était pas nécessaire. Il est vrai que moi, je ne suis pas juriste. Je ne peux pas me prononcer vraiment sur les effets parce que parfois, on a tendance à modifier la législation et ensuite, la mise en œuvre n'est pas automatique, hein. Mais je pense qu'il faudrait en discuter. Donc, c'est quelque chose qu'il convient quand même de débattre. Ça serait peut-être un premier élément qui pourrait aussi permettre à tous les acteurs de se mettre autour d'une table. Mathias Reinhardt, hein, le socialiste valaisan, conseiller national, qui devra rédiger un rapport sur la traite des êtres humains en Europe, en Suisse en particulier, pour le compte de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça permettra d'établir peut-être l'ampleur du phénomène. Vous fondez beaucoup d'espoir dans ce rapport? Oui, bien sûr. Après, l'ampleur, moi, je suis très sceptique sur les chiffres, hein, parce que justement, il y a toujours une grande partie qui n'est pas détectée. Et les chiffres ont aussi ceci de pervers que quand on dit 4 condamnations, ben, on peut se dire, bon, c'est pas un réel problème. Donc ça, c'est aussi le danger. Mais il est clair que nous avons très peu d'études dans ce domaine et ça, c'est certainement très prometteur, oui. Denise Eftionaï avec nous dans ce studio. Laurence Bolomé, Sandra Zimmerli qui ont lu la presse et on va vous faire réagir sur quelques articles. Le Temps revient, Laurence, sur une nouvelle loi concernant les femmes. Nous sommes en Tunisie. Le Parlement a voté cette loi mercredi. Elle prévoit de hausser l'âge de la maturité sexuelle de 13 à 16 ans. Elle renforce l'interdiction d'employer des mineurs comme aide ménagère et elle abolit la possibilité pour les violeurs d'échapper à la prison en épousant leurs victimes. La loi a été acceptée à l'unanimité des 146 députés présents. La ministre tunisienne de la Femme se réjouit de cette avancée qu'elle qualifie d'historique. La Tunisie, rappelle le journal, est considérée comme une pionnière dans le monde arabe concernant l'égalité homme-femme et les droits des femmes. Peut-être une réaction, Denise Eftionaï?
Oui, bon, de toute façon, de relever l'âge de la minorité, ça c'est certainement important parce que 13 ans, c'est vraiment très jeune. Maintenant, l'autre volet que le violeur peut épouser la victime et que cela efface plus ou moins sa peine, ça m'interroge un petit peu, mais ça, je m'y connais pas plus que ça. Autre article, que va-t-il se passer avec les réfugiés en Australie? Sandra Timmerly, une question soulevée dans la presse alémanique aujourd'hui. Oui, c'est que jusqu'à présent, l'Australie enferme, entre guillemets, tous les réfugiés qu'elle ne considère pas comme tels, ou tous ceux qui arrivent par bateau, sur l'île de Manus de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays qui a lui décidé de fermer ce camp suite à la décision de la haute cour du pays qui le juge illégal. Mais alors, que vont devenir les 2000 réfugiés qui y vivent, se demande la NZZ. Barack Obama avait déclaré, c'était en décembre dernier, juste avant la fin de son mandat, que les États-Unis étaient prêts à accueillir les personnes qui passent le test de sécurité. Reste que jusqu'à aujourd'hui, aucun migrant n'est arrivé sur sol américain. Et puis Sandra, en 2015, lors de la crise des migrants en Allemagne, les journalistes étaient à moitié aveugles. Ça, c'est un avis à lire dans la presse alémanique également. Les médias n'ont pas montré les différentes positions ou les problèmes concrets sur le terrain lorsque sont arrivés les milliers de migrants, selon l'expert en médias, Michael Haller, dans la Basler Zeitung. Les journalistes n'ont pas expliqué pourquoi les migrants économiques se définissent comme des réfugiés, par exemple. Peut-être qu'ils ne se sont pas posé la question eux-mêmes, dit-il. Mais de toute manière, en règle générale, on observe une trop grande proximité entre les grands médias et l'élite politique et économique. Denise Efionaï, constatez aussi une forme de proximité, de complaisance peut-être, pour reprendre les mots de cet expert, entre les grands médias et l'élite politique comme économique à propos de la crise migratoire. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Je pense que le problème est plutôt le fait qu'on a un peu tendance à forcer le trait, à voir soit une pauvre victime. D'ailleurs, pour la traite, c'est la même chose. On voit vraiment la pauvre victime. On voit d'un autre côté le méchant trafiquant éventuellement, sans penser que peut-être certaines personnes qui assistent à la fuite, donc qui permettent aux personnes de fuir des situations de guerre, ont du mérite. Donc, toutes ces nuances passent souvent un peu à la trappe. Et évidemment, on a un petit peu tendance à caricaturer. Ça c'est vrai. Et bon, après, ça se comprend aussi sous le feu de l'actualité. Ce qui serait important, c'est qu'il y ait après un débat qui continue. Et en Allemagne, il y a quand même eu des livres aussi qui ont paru maintenant sur la crise, la réaction de la politique et des médias et qui sont très intéressants. Donc, il faudrait les lire après aussi. On parle de cette crise migratoire de 2015. Est-ce qu'elle a eu un impact sur les problématiques dont on discute depuis 7h35, ces problématiques de traite et de trafic des êtres humains? Est-ce qu'il y a eu une recrudescence? Certainement déjà dans les régions d'origine, on le voit aussi parce que par exemple les esclaves sexuels, les enfants soldats dans les régions d'origine, c'est des victimes de traite des êtres humains, c'est très clair. Ensuite, il peut y avoir quelques problèmes aussi dans les pays de destination parce que les personnes n'ont pas toujours un statut, donc sont en situation précaire et sont prêtes à parfois accepter n'importe quelle situation. Et c'est là qu'intervient aussi la responsabilité des États pour examiner rapidement les demandes d'asile, régulariser les situations et dans le cas où les personnes doivent partir, de prévoir peut-être une aide de retour et d'accompagner ces personnes. L'UDC parle régulièrement de faux réfugiés. Il y aurait aussi de fausses victimes de la traite des êtres humains, avec le consentement dont on a parlé parfois. Ça, c'est une crainte. Honnêtement, ça n'a pas été démontré jusqu'à présent et le dispositif pour l'instant est tel que je doute que ça puisse exister pour l'instant. Mais il est clair que la question de la traite et du trafic des migrants se passe dans un champ de tension constant entre d'une part le respect des droits humains et d'autre part le contrôle de l'immigration et les considérations sécuritaires. Et de l'autre côté, est-ce qu'un durcissement des lois anti-immigration amène forcément plus de cas de traite des êtres humains, plus de gens ou de trafic simplement ?
Cela produit des zones grises qui effectivement ont tendance à criminaliser la situation. Et c'est pour ça que c'est très important que les victimes aient des lieux pour sortir de cette zone grise sans être tout de suite déportées, par exemple. Et oui, elles peuvent faire valoir aussi leurs droits. Mais il est clair que tout durcissement des règles d'immigration produit aussi des stratégies de contournement. Ça, on l'a vu, s'il y avait eu ou s'il y avait encore des possibilités de traverser légalement la Méditerranée, les gens ne partiraient pas sur des petits bateaux très dangereux. Denise Efionahi, vous restez avec nous. On va prendre un dernier article avec vous, Laurence Bolomet. Le directeur du CICR revient sur l'avenir de Mossoul. Oui, après la reprise de la ville par l'armée irakienne des mains du groupe État islamique il y a quelques semaines, Yves Dacor s'inquiète dans La Liberté et Le Courrier des actes de vengeance, de revanche contre les membres du groupe État islamique, mais aussi contre la population civile. Il revient également sur la pression que les gouvernements imposent aux populations. Et là, il élargit le propos au conflit du Moyen-Orient. Il ne s'exprime pas que sur l'aspect irakien. Et notamment, cette pression est faite en détruisant de nombreux bâtiments civils et notamment les hôpitaux. Denise Efionahi, on a l'impression que la crise, on n'est pas près de voir une sortie de crise au Moyen-Orient. La situation va perdurer. Oui, d'ailleurs, elle a commencé il y a très longtemps déjà. C'est vrai qu'ici, on est devenu attentif, notamment quand on a vu le nombre de réfugiés aussi augmenter. Mais cette crise, en commençant par l'Afghanistan, l'Irak, ensuite les autres pays comme la Syrie actuellement. Et c'est vrai que la situation, elle est vraiment très, très grave. C'est d'ailleurs ça qui a poussé aussi beaucoup de personnes qui longtemps ont essayé de rester sur place, qui ne voulaient pas quitter la région, qui les a poussés vers la fuite. Quelle solution? Agir sur place. On voit Emmanuel Macron notamment qui veut des hotspots désormais en Libye, des lieux pour trier les migrants, des réfugiés sur place. Bonne idée. Oui, ça c'est alors vraiment une idée qui revient à peu près tous les 15 ans. La dernière fois, je crois que c'était en 2003. C'était un ministre allemand, Otto Schily, qui avait proposé cela. C'est de nouveau une manière de garder les problèmes hors sol européen parce qu'on a du mal à se mettre d'accord sur une solution commune alors qu'on sait pertinemment déjà que la plupart des réfugiés sont déjà dans la région. Je veux dire, il y a des chiffres autrement plus importants de réfugiés au Liban, en Jordanie, même en Turquie qu'en Europe. Donc je ne pense pas que ça soit une idée réaliste. Merci beaucoup d'être venue dans ce journal du matin. Denise Efionahi, directrice adjointe du Forum pour l'étude des migrations de l'Université de Neuchâtel. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.